bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Abel et je suis le président d'SOS Feedbet. Je suis aussi en classe d'HLP, alors j'ai pas fait votre année, j'ai sauté cette année-là d'HLP, mais du coup j'ai fait la deuxième année d'HLP, donc je connais pas vraiment ce programme-là, et j'ai jamais fait ce type d'atelier-là, donc c'est un peu la première fois, on va tester un peu. Ça va être voilà, un petit temps, on va parler en partant de l'association et des reptiles de l'association, on va parler un peu de concepts philosophiques et de choses. Voilà, j'ai ramené plusieurs livres à vous présenter et quelques petits trucs dont on va parler. Je répondrai à vos questions, etc. Du coup, je suis en compagnie de Whooper. Whooper, c'est un peu la mascotte de l'association. Donc c'est un varan des savanes qui est là depuis quasiment le début de l'association, donc maintenant 5 ans. Le nom de l'association, c'est SOS Feedbet, c'est une junior association. C'est-à-dire que c'est une association pour les 11-20 ans qui a été créée en 2018. On a maintenant 80 membres à l'association et donc c'est un refuge pour reptiles. C'est le premier but de l'association, c'est d'être un refuge pour reptiles. Donc on récupère des reptiles abandonnés. De la même manière que le fait la SPA, nous on va récupérer des reptiles, mais aussi des amphibiens et des invertébrés qui ont été abandonnés par leurs propriétaires dans la nature, ou des gens qui n'ont pas les capacités de s'en occuper. Nous on va les récupérer, on va s'en occuper et trouver des nouvelles familles adoptantes, et ça a été le cas pour déjà 200 animaux, ce qui est assez conséquent. En 5 ans on a 200 animaux qui ont trouvé des familles et qui vivent maintenant dans des meilleures conditions. Et le deuxième but, ça va être de faire de la sensibilisation, et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. D'habitude on fait sous d'autres formats, vous l'avez peut-être déjà fait, certains d'entre vous, on est déjà intervenu plusieurs fois au lycée pour parler des reptiles, les faire connaître un petit peu, et notamment détruire tous les a priori qu'il peut y avoir sur les reptiles. Là j'ai entendu quelques personnes un peu pousser des cris quand il y avait Whooper. Donc pour commencer un peu tout ça, on va parler un peu des préjugés sur les reptiles, qui sont quand même assez répandus par rapport à d'autres animaux. C'est des animaux sur lesquels il y a beaucoup de choses qu'on croit être vraies et qui sont finalement complètement fausses. Et donc je vais vous parler un peu je ne sais pas si vous avez déjà vu en philosophie l'allégorie de la caverne de Platon. Pour ceux qui verraient pas trop, en gros l'allégorie de la caverne, c'est des prisonniers qui sont ici, une petite image qui vous représente bien cette allégorie, qui voient des ombres sur le mur, ils sont complètement enchaînés, et derrière on a un feu, donc une lumière artificielle qui va faire de la lumière, et différents individus ici qui vont, enfin vraiment c'est un muret dans la vraie histoire, qui vont du coup mettre des petits pancartes et faire croire en fait des choses en faisant des ombres sur le mur. Et donc ça va être leur seule réalité, et ils vont croire à ça toute leur vie. Et donc dans l'allégorie de la caverne, on parle de quelqu'un qui sort de la caverne et qui en fait voit la lumière du jour, arrive dans ce que Platon appelle le monde intelligible. Ils sortent du monde sensible qui est ici, et ils vont avoir accès à la vérité. Alors c'est une montée qui est très dure, et c'est une allégorie qui parle de l'arrivée à la philosophie. Et en fait celui qui sort dehors, c'est le philosophe qui va avoir accès à la vérité. Et une fois que le philosophe est sorti dehors, ça va être compliqué de redescendre dans la caverne, mais il faut qu'il le fasse pour après répandre la vérité à l'intérieur de la caverne, ce qui va être compliqué parce que comme les prisonniers ont vécu toujours avec ces ombres-là comme seule réalité, c'est une illusion qu'on leur donne, ils vont avoir du mal à le croire, ils peuvent même le prendre pour un fou et le tuer. Ça a été le cas, hein. Aristote c'était le cas, il a été tué parce que c'était une menace pour l'oligarchie qui était en place à l'époque. Donc voilà, et c'est un peu, on peut se représenter ça avec les reptiles, et en fait tout ce qu'on vous fait croire, les préjugés dont on a parlé juste avant, c'est des ombres qui sont sur le mur qu'on vous présente, voilà, il y a beaucoup de personnes qui peuvent croire à ces préjugés là. Et le rôle de l'association dans ces ateliers qu'on fait, ça va être de faire le même rôle que le philosophe, c'est-à-dire que nous on travaille avec ces animaux-là, ces reptiles, on les connaît, on a eu un accès à la vérité, donc on est sorti de la caverne, en tout cas dans le domaine des reptiles, et donc on va venir dans les classes pour parler de ces animaux-là et détruire un peu tous ces a priori qu'il peut y avoir dessus. Donc voilà un peu le rôle de l'association vu d'une manière philosophique. On va parler un peu des mots qu'on utilise pour désigner les animaux, mais voilà, tous les termes qui sont du domaine animalier, on les utilise dans notre vocabulaire
souvent de manière assez péjorative, même quasiment systématiquement de manière péjorative. Et la langue de vipère qui rentre bien aussi dans le vocabulaire de ce que nous on a comme animaux, des reptiles. Mais voilà, tous les termes de parties du corps des animaux sont aussi assez péjoratives. La gueule par exemple, hein, qui est une insulte, et même des termes animaux, quand on traite quelqu'un de chien, c'est rarement gentil. Enfin, ce qui logiquement n'a pas de vraie raison, parce que pourquoi les animaux seraient dévalorisants d'être traités comme un animal, puisqu'on est un animal finalement. Enfin, biologiquement, on est un animal, on fait partie de la famille des grands singes dans les mammifères, et il n'y a pas vraiment de raison que ce soit méchant d'être traité de la même manière qu'un animal. Et c'est donc dans ce livre qui est assez intéressant, alors qui n'est pas très digeste, parce qu'en fait il balance toutes les différentes façons d'appeler les animaux avec toutes les expressions qu'on peut entendre, etc. Mais qui est très intéressant dans le sujet dont il parle, donc tout ce lexique qu'on va utiliser, et qui est très dévalorisant pour les animaux. Et dans plein de domaines, c'est quelque chose qui est assez représenté. Il y a une partie aussi sur le féminisme où elle lit ça aussi aux insultes sur les femmes qui sont encore plus tirées de représentations animalières, ce qui est assez choquant. Donc voilà, si vous avez l'occasion et le courage de lire ça, c'est facile à lire, mais c'est juste peu digeste parce que c'est une présentation qui n'est pas très romancée, et c'est juste un peu des listes de mots, mais qui sont, c'est très bien expliqué. Et après, un deuxième livre que j'ai juste quelque part là. Baptiste Morisot, c'est un philosophe qui est assez actif en ce moment. Si vous suivez un peu l'actualité philosophique, il est assez présent dans les philosophies magazines, par exemple. Je vous invite à les lire, ils sont assez sympas. Et donc lui, son travail le centre vraiment sur la relation au vivant et les rapports entre hommes et êtres vivants. Et un de ses plus gros livres, c'est ce livre-là, Manière d'être vivant. À la fin, vous pourrez feuilleter un peu tous les livres. C'est un livre qui est assez intéressant, et il y a un concept dedans qui est très pertinent. C'est le concept d'autres animaux. Pour définir les animaux, on parle souvent d'animaux simplement, et en fait on n'implique pas l'homme. Quand on dit les animaux, on parle en fait des autres animaux. C'est rentré dans le langage courant que maintenant, quand je dis lui c'est un animal, et quand je parle en général des animaux, on va comprendre tous les animaux sauf l'homme, ce qui nous enlève du règne animal et du règne du vivant par la même occasion. Ce qui est assez dangereux, parce qu'en fait de nous retirer comme ça par le lexique de ce règne du vivant, ça nous fait après avoir des relations avec lui qui peuvent être assez dangereuses, et c'est le cas aujourd'hui, hein. Clairement la crise climatique et tous les problèmes environnementaux, c'est parce qu'on s'est retiré du vivant, qu'on s'est fait, comme dirait Descartes, comme maître et possesseur de la nature, et donc on a en fait pris le dessus, et donc reconsidérer notre humanité comme une animalité, ça serait pertinent, et c'est ce que propose Baptiste Morisot, simplement en rajoutant ce petit mot autre à chaque fois qu'on parle des autres animaux, qu'on parle plus d'animaux en général, quoi. Maintenant on va parler du propre de l'homme. C'est quelque chose qui a été beaucoup recherché, où il y a eu plein de retours en arrière sur qu'est-ce que c'est finalement le propre de l'homme. Déjà, pourquoi on cherche vraiment un propre de l'homme, c'est assez spécial, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on est des animaux parmi les autres, et en fait l'homme il a cette envie-là de se différencier, de se sortir des animaux et même du vivant. Et donc ça s'appelle l'anthropocentrisme, hein, le fait de mettre l'homme au centre de l'attention, et en fait se focaliser sur l'homme plutôt que sur le reste du vivant. Mais le propre de l'homme, pendant un moment, on a considéré que c'était le rire. Ça a été rapidement débunké entre guillemets, parce qu'il y a plein d'animaux qui rient, mais c'est quelque chose qui a été très présent. Donc par exemple, je mets quelques citations d'Aristote et de Rabelais, qui reprend Aristote sur le fait que c'est vraiment une faculté purement humaine de rire. On a découvert que d'autres animaux riaient. Il y a plein de singes qui rient, mais il y a beaucoup d'animaux qui rient en réalité.
On s'est aussi dit que c'était l'utilisation d'outils, parce que voilà, on a des mains, on utilise plein d'outils, mais finalement d'autres animaux le font aussi. La plupart des singes le font en utilisant des cailloux, des choses pour casser, voilà. On a des oiseaux qui le font, comme les corbeaux. On a même des oiseaux qui cassent des os pour manger. Enfin voilà, il y a plein d'utilisations d'outils qui sont faits avec souvent des pierres ou des objets qui sont trouvés, donc c'est pas non plus ça. Le langage, c'est encore, enfin, je vais un peu dans l'ordre chronologique de ce qui a été soulevé, et les outils sont moins considérés comme un propre de l'homme maintenant, et le langage, il y a encore un peu, même si en fait, il y a quasiment la totalité des animaux qui ont une manière un langage à eux, alors qui est certes différent d'une autre, mais en tout cas ils ont leur manière de communiquer et leur langage, et puis l'affect aussi, où de la même manière on a très souvent considéré que seuls les humains pouvaient faire preuve d'amour, avoir des sentiments, faire preuve de choses comme ça, mais quand on regarde les animaux, on voit des animaux qui sont en deuil, des éléphants qui, quand ils perdent un membre de leur famille, sont en deuil et sont déprimés, des perroquets, on le voit souvent dans des couples de perroquets qui se laissent même dépérir quand leur partenaire meurt. Enfin voilà, c'est quand même des animaux qui ont en fait derrière de l'affect, effectivement. Donc après, qu'est-ce que c'est le propre de l'homme? C'est compliqué à savoir, et en fait on est un animal parmi les autres qui a des caractéristiques spécifiques. On a fait plein de choses qui sont différentes des autres animaux, même monter une société, on n'est pas les seuls animaux à l'avoir fait, hein. Les fourmis vivent aussi dans des formes de société qu'elles ont établies, l'agriculture non plus, les fourmis le font aussi. Enfin voilà, il y a en fait plein de choses qu'on retrouve chez différentes espèces, et c'est normal en fait. Enfin, si c'est juste parce qu'on se concentre sur la nôtre, mais si on regarde une espèce, il y a d'autres espèces qui sont similaires, qui ont fait des choses différentes. Donc voilà. On est une espèce parmi les autres, et c'est pas forcément nécessaire de trouver un propre de l'homme. On a des spécificités au même titre que chaque espèce finalement. Donc le spécisme, en gros, c'est le fait de considérer que l'homme est tout en haut voilà, cette espèce de modèle là, où on retrouve l'homme tout en haut. Alors là sur ce dessin il y a la femme en plus en dessous de l'homme, ce qui est souvent, enfin, voilà, ce qui a beaucoup été fait, et même des scientifiques d'un autre temps faisaient vraiment ce genre de graphique pour différencier les différents animaux, et donc où ils mettaient en premier lieu l'homme, et ensuite les animaux les plus proches, où on va retrouver les grands singes, qui sont en fait notre famille la plus proche, mais on est des grands singes, hein. Et puis ensuite ils mettaient les autres mammifères, après ils mettaient peut-être les oiseaux, ensuite ils vont mettre les reptiles, les poissons, et puis en sous-dernier les invertébrés, qui sont totalement différents. Et en fait quand on regarde un peu cet ordre, en fait il est exactement le même que la différence qu'il y a avec nous. Et en fait on classe hiérarchiquement des choses selon juste leur différence avec nous, et plus un animal est différent de l'homme, plus il va être, moins il va être considéré plutôt. Et c'est assez étonnant, et en fait c'est parce que forcément ce qu'on connaît pas, ce dont on a peur, ça va être compliqué de l'accepter, et donc il y a eu souvent cette hiérarchie qui a été faite, mais biologiquement c'est plutôt ce schéma là qui est vrai, c'est-à-dire qu'on a un ancêtre commun qui s'appelle Lucas, c'est l'ancêtre commun de tous les êtres vivants de la planète, donc que ce soit les plantes, les animaux, même les champignons, les bactéries, etc. On vient tous d'un même ancêtre commun, et on a évolué de manière différente. Et donc voilà, nous on est juste là, on est un point parmi tous ces points tout autour. Et donc dans notre famille proche, on a effectivement les grands singes. Et d'ailleurs, du coup, je vais parler d'un concept qui est assez intéressant, ça s'appelle les espèces parapluies. Je sais pas si ça vous dit quelque chose non plus. C'est le fait qu'une espèce, parce qu'elle est aimée, parce que souvent c'est des grands mammifères, si on regarde bien, c'est souvent des grands mammifères comme l'éléphant va l'être en Afrique, comme les grands singes vont l'être, par exemple les orang-outans, etc. Et en fait c'est des espèces sur lesquelles on va se concentrer, et on va, parce que leur environnement est menacé, on va dire typiquement l'huile de palme, ça va tuer les orang-outans. C'est une simplification, parce que l'huile de palme elle tue tout l'environnement autour, notamment sur l'île de Bornéo qui est assez ravagée par l'huile de palme.
elle va tuer toutes les espèces qui sont présentes parce qu'elle va déforester la forêt. Et en fait, c'est pas les orang-outans qu'elle tue, c'est tout l'écosystème entier avec les plantes, les animaux, les champignons qui la constituent. C'est plus facile de s'attendrir sur un orang-outan qui nous ressemble quand même fortement plutôt que sur une petite fourmi que personne connaît. Mais finalement, voilà, faut derrière voir ces espèces à la pluie, comprendre qu'il y a tout un écosystème qui est à préserver et pas juste une espèce. Mais voilà, c'est assez naturel en même temps, hein, des choses qui nous ressemblent, on a plus tendance à les aimer et à être proche d'elles. Ça pose la question de finalement comment on fait pour avoir une société qui fonctionne, qui respecte les animaux, que ce soit les animaux sauvages ou les animaux domestiques, les animaux en général. Donc ça va passer par un changement de lexique, on l'a vu au tout début, c'est un point assez important de changer notre manière de parler au quotidien. Et ça, vous pouvez le faire à l'échelle individuelle concrètement. Si vous utilisez le terme autre avant les animaux pour désigner les autres animaux, ou que vous insultez pas vos camarades de chiens, ou que vous leur dites pas ta gueule, et en fait, si tout le monde fait ça, en vérité, ça va changer notre relation aux animaux. C'est assez étrange à penser, mais concrètement c'est notre langage à tous qui implique après plein de choses dans la société. Il y a une loi qui existe et après il y a comment elle est pratiquée, interprétée et utilisée. Et notamment si on parle un peu des reptiles dont nous on s'occupe, en France par exemple, ils sont tous protégés. Tous les reptiles et amphibiens de France sont protégés, ce qui n'empêche pas de nombreuses personnes de tuer sans problème des serpents, notamment le coup de bêche dans la tête, hein, qui est la cause de mortalité la plus haute pour les serpents après les chats, qui est la première. Et donc on voit que l'homme tue beaucoup de serpents en France, alors que c'est illégal de même toucher un serpent, et donc de le déplacer également, et de le tuer encore plus. Donc voilà, ça pose plein de questions, et donc pour un livre qui est assez intéressant sur ça, c'est Zoopolis, qui parle justement donc le sous-titre c'est une théorie politique des droits des animaux, et qui va proposer une société autre qui donc restructure complètement tout au niveau de la législation autour des animaux, et qui va du coup créer alors des droits différents, parce que les animaux sauvages vont avoir juste un droit de liberté, et on va pas avoir à les embêter, à les tuer sans raison, et les animaux de compagnie vont aussi avoir des droits bien plus poussés que dans notre société actuelle, et ils vont vivre au milieu des animaux. Donc c'est un livre assez intéressant qui vraiment explique tout ça et met en scène une société qui est tout autre, et où on aurait des animaux qui se baladent un peu partout et beaucoup plus librement, et on vivrait complètement avec eux. Et d'autres livres assez intéressants, c'est Norin Chai, c'est quelqu'un qu'on connaît avec l'association personnellement, enfin on a fait des émissions avec lui, avec l'association, et donc c'est un ami de l'association assez proche, et qui est très intéressant dans donc ces deux livres qu'il a fait, Sagesse animale et Harmonie. Harmonie c'est un peu la suite, mais si vous deviez en lire un, c'est vraiment ce livre-là. C'est mon livre préféré, et c'est lui qui m'a un peu ouvert à la philosophie. C'est pour ça que j'ai pris l'aspect HLP après. Enfin voilà, c'est ces deux livres-là que j'ai lus l'un après l'autre, et je vous le conseille vraiment. Et il va dans ce livre-là proposer un peu de la même manière une société autre, mais lui en passant sur comment renouer avec notre animalité intérieure, et du coup renouer avec les autres hommes, et par la même occasion avec les autres animaux et les autres vivants en fait, à différentes échelles, mais en partant aussi beaucoup de soi. C'est une personne qui il me mange le pantalon. C'est une personne qui est bouddhiste, et donc qui parle aussi beaucoup de la méditation, etc. Voilà, c'est assez intéressant comme proposition. Et je vous invite à le lire, et il parle vraiment beaucoup de ce rapport-là aux animaux. Lui, il est vétérinaire, donc il a une association vétérinaire, il est vétérinaire en milieu sauvage. Avec les chiens et les chats, c'est évident qu'il y a un lien. Enfin là, c'est des animaux qui sont proches de nous, qui ont évolué, ces animaux domestiques,
alors que les animaux qu'on a nous, c'est des animaux sauvages qu'on a en captivité, et du coup c'est un peu différent, c'est des animaux qui n'ont pas évolué avec l'homme, comme l'a fait le chien, donc qui est vraiment, enfin, le meilleur ami de l'homme, c'est pas pour rien qu'on dit ça, et où il y a une certaine évolution, et là ils ont besoin, vraiment, enfin c'est même presque viscéral, enfin, le chien a vraiment un lien avec son propriétaire, ce qui va être différent avec les animaux qu'on a nous, les reptiles, qui vont moins avoir ce lien là. Après ça dépend beaucoup des espèces, on brasse plein d'espèces, des serpents, des lézards, des tortues, des grenouilles, ça va être différent à chaque fois. Avec des gros lézards il y aura quand même un certain lien, c'est des animaux qui sont très intelligents, le varan qui est là, voilà, il est très intelligent, il va reconnaître les propriétaires, etc. Et il peut avoir un certain lien affectif. Après enfin c'est pas clairement défini, et justement c'est des programmes encore de la science à faire pour vraiment tout comprendre, mais enfin en tout cas pour les gros lézards il y a un lien. Après avec certains serpents il y a aussi des fois des serpents qui reconnaissent leur propriétaire, et après ils vont forcément apprécier des manières plus douces de manipuler, enfin concrètement quand moi je manipule mes serpents, je sais les manipuler, je sais ce qui est adapté à eux, et ils vont préférer que je les manipule plutôt que quand on les emmène dans les écoles maternelles et que des petits les tripotent n'importe comment, c'est assez évident. Mais après qu'ils ressentent notre amour, c'est je sais pas vraiment, et est-ce que c'est vraiment la question? En tout cas, mesurer l'amour c'est assez c'est particulier quand même. Voilà. Après ça n'empêche pas de leur en donner, et même si c'est un amour à sens unique, voilà, l'intérêt c'est aussi que eux soient dans les bonnes conditions et vivent leur vie enfin, tranquillement quoi. Tu as utilisé le terme de sécurité, je pense qu'il est plus vrai que le mot amour qui est assez vague et qui est compliqué à clairement quantifier quoi. Mais oui, pour le coup, quand on a des animaux qui ont été dans des conditions assez horribles, c'est le cas de lui. C'est un très bel exemple parce que lui, quand on l'a récupéré, Hooper, il était dans une maison avec un terrarium au sol, sans cachette, et avec des chiens qui passaient constamment devant. Il n'était jamais sorti de son terrarium, il est sorti une fois et il est parti se cacher. Donc il était très très effrayé, et quand on l'a récupéré, il nous mordait, il nous donnait des gros coups de queue. Ce qui n'est plus le cas à présent, je pense que vous pouvez le constater assez facilement. Et du coup, ça a été un exemple pour le coup de, effectivement, quand il se sent en sécurité, il va changer son comportement, effectivement, et dans un environnement qui est sain pour lui, c'est-à-dire que nous, on lui a fait un grand terrarium avec plein de gâchettes, on l'a nourri correctement, on a été calme avec lui, même si lui était tout fou au début, qui nous mordait, qui allait dans tous les sens. Voilà, nous on a été calme, et donc forcément, si c'est un environnement sain et avec des animaux, parce qu'on est des animaux, autour de lui qui sont calmes et qui agissent pas comme des prédateurs, forcément ça va le calmer. Le problème c'est que souvent avec ces animaux là il y a des propriétaires qui ont tendance à agir comme un prédateur, à arriver par là-dessus, à faire peur à l'animal, et donc là forcément il va paniquer de manière complètement naturelle quoi. Donc oui, ils peuvent changer complètement de comportement. Après, ça va pas être non plus la même chose que par exemple les chiens quand on les maltraite, qui ont vraiment ce truc là de se souvenir des coups qu'on leur a fait et tout. Déjà parce que c'est pas des animaux que les gens battent vraiment, souvent ça va être de la maltraitance par inadvertance, et des gens qui vont les brûler parce qu'ils ont mis une lampe chauffante super forte, et on récupère des animaux des fois qui sont brûlés sur tout le dos, des choses assez horribles qui arrivent à l'association. Et donc ils vont pas avoir vraiment cette mémoire là, mais par contre ils peuvent avoir peur parce qu'ils n'ont pas été habitués effectivement, et quand ils ont peur ils peuvent des fois agir de manière défensive, voilà, mais ça part assez rapidement finalement, rapidement, tout est relatif parce que lui ça a quand même mis 6 mois, 1 an avant qu'il soit calme et qu'on puisse l'emmener dans l'atelier, mais maintenant c'est un amour quoi. Il n'y a plus aucun souci, et c'est ouais, on pensait vraiment pas que ça finirait comme ça quand on l'a récupéré. Après c'est vrai qu'il y a des attaques conscientes des fois sur les animaux, et ouais, c'est ça. En ce moment, on a un serpent qui s'appelle Voldemort parce qu'il a pas de nez, parce qu'il a été mordu par un humain. Et donc, il y a un humain qui a croqué dans le nez du serpent, donc consciemment. Je sais pas s'il était très très conscient parce que c'était pendant une soirée, donc je connais pas les détails, mais en tout cas, il a été mordu par un humain, et son propriétaire ensuite l'a abandonné parce qu'il voulait pas payer les frais vétérinaires qui ont été assez élevés, je vous avoue. Donc, ouais, non, il y a des fois des maltraitances aussi assez conscientes et assez étrange. Pourquoi j'ai décidé de protéger les autres animaux?
C'est une bonne question et je pense que ça remonte à assez loin. Ça s'est fait assez tôt pour moi et assez rapidement dans mon enfance. J'ai rapidement vu qu'il y avait des choses qui se passaient bizarrement et j'ai toujours eu un sens assez accru de la justice rapidement dès que j'ai vu des injustices autour de moi, j'ai trouvé ça assez aberrant et incompréhensible, que ce soit des injustices entre les hommes ou entre les espèces, souvent de l'homme envers les autres espèces. Et du coup, typiquement pour te donner un exemple du moment où ça a commencé, je pense que c'était quand j'avais 5 ans, où on m'a dit, pour le coup j'avais pas encore la conscience d'espèce parapluie, mais on m'a dit l'huile de palme ça tue les orang-outans, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Et à 5 ans j'ai arrêté de manger de l'huile de palme alors que je mangeais du Nutella tous les matins, parce que tout simplement c'était injuste et illogique pour moi de faire une action qui allait tuer des orang-outans, et je pense que c'est pour ça, et après ça a maturé, ça a évolué, mais à la base je pense que c'est juste un sens aigu de la justice et une incompréhension de toutes les injustices, et j'ai juste voulu rétablir ça. Et c'est aussi pour ça que je me suis penché particulièrement sur ces animaux-là, parce que les reptiles ils sont vachement délaissés au sein même des animaux, et dans les associations de protection animale, il y a très peu qui s'intéressent à ces animaux-là. C'est toujours autour des chiens, des chats, des animaux comme ça. Et ces animaux sont délaissés, donc je pense que c'est vraiment une injustice que j'ai vue et que j'ai voulu combattre. Et donc, mon engagement vient beaucoup de ça. Voilà. À quel âge tu as monté l'association? Et ouais, l'association, du coup, là j'ai 17 ans, je suis en terminale, et je l'ai montée quand j'avais 12 ans, du coup, en 2018, donc il y a 5 ans, et j'avais 12 ans. Et les juniors associations, on peut les créer à partir de 11 ans. Voilà, et donc à 12 ans, j'ai... ouais. Oui, à 12 ans, j'ai créé ça avec 2 amis à la base. Et puis après ça a évolué et ça a pris une conséquence assez importante. Je m'attendais pas que ça prenne autant de proportions, quoi. Ouais, alors ça coûte assez c'est vrai que ça coûte assez cher. Ça revient toujours à l'argent, effectivement, comme vous gagnez combien? Bon, pour le coup vous pouvez pas me poser cette question parce que je suis bénévole, donc je gagne 0. Mais oui, du coup l'association gagne de l'argent, pour le coup ça va être par des dons, pour une grosse partie. La base, c'était ça. On a réussi ensuite à avoir des concours, par exemple. On participe à des appels à projets, à des concours qui nous permettent d'avoir de l'argent pour acheter du matériel, notamment les premiers terrariums, c'était comme ça, c'était des appels à projets. Donc on a eu un concours de la CAF qui subventionne des projets jeunes. On a eu un concours du département aussi, c'est le concours Planète Essonne qui subventionne des projets en lien avec l'écologie. Donc c'est comme ça qu'on a gagné nos premiers sous, et au bout d'un moment on a réussi à avoir des subventions de la mairie d'Étampes, et on en a tous les ans maintenant une petite subvention de la mairie d'Étampes qui tombe chaque année et qui nous permet de vivre un peu, mais ça couvre pas du tout tous nos frais. Donc après on a beaucoup de dons, que ce soit en argent, quoi, soit en matériel directement, et notamment les marques aussi nous donnent beaucoup de matériel. Ça nous aide aussi. Les marques vont nous donner pas mal de choses parce qu'on fait des partenariats, ou nous baissent les prix aussi, et ça a été le cas pour tous les terrariums. Maintenant ils sont tous, toute notre pièce qui est faite en terrarium, donc on n'a plus besoin d'en racheter jusqu'à temps qu'on déménage. C'est bientôt prévu normalement, si on arrive à trouver un local dans pas trop longtemps, parce qu'on a trop d'animaux, là le refuge est plein en ce moment, donc on a besoin de plus de place. Mais oui, en tout cas, c'est un peu de l'aide des marques, des dons, et de l'argent qu'on cherche à droite à gauche auprès d'institutions, quoi. J'ai une question par rapport au terrarium, justement, parce que suite aux interventions, etc., sur les adoptions des animaux, avec ma famille, on était prêts à adopter un serpent déjà depuis longtemps, etc. Mais c'est vrai que quand il faut un grand terrarium, le prix est assez élevé, et du coup, ce serait que le coût du terrarium, ça va être compliqué après pour le long terme, parce qu'il faut aussi s'occuper du serpent. Du coup, est-ce que vous avez des alternatives? Vous savez où est-ce qu'on pourrait acheter des terrariums, par exemple, pour recycler? Ou est-ce que c'est possible déjà de créer son terrarium pour qu'il soit assez bien isolé pour les serpents? Ouais, tu peux créer toi-même ton terrarium déjà, ça se fait. Il y a des tutos sur internet que tu peux dénicher, je pense. Et il faut juste du bois qui soit pas sensible à l'eau, sinon ça va pourrir. Mais en gros, tu peux créer toi-même ton terrarium. Ça demande un peu de travail, mais moi j'en ai fait concrètement le terrarium de Hooper, le varan qui est là. C'est moi qui l'ai fabriqué avec mes petites mains, avec mon papy. Donc c'est faisable complètement, et notamment quand tu veux des vraiment grands terrariums. Après, sinon, on a d'occasion, l'occasion sur le bon coin et tout, c'est déjà beaucoup moins cher que neuf. Voilà.
Après, sinon avec l'association, on en a aussi qu'on nous amène avec les animaux et donc on peut en faire à prix bradé sans souci si tu adoptes un animal à l'association. Nous on en a. Nous on est à Étampes, alors on n'est pas encore ouvert au public parce que c'est en gros c'est chez moi. C'est pour ça que je vous dis qu'on devrait déménager bientôt et c'est l'idée de déménager assez prochainement si on arrive à trouver un local. Voilà, on demande un peu à droite à gauche s'ils n'ont pas un local pour nous parce qu'on a besoin de place. Mais pour l'instant, c'est à Étampes, donc on peut venir que sur rendez-vous pour des adoptions ou en étant membre de l'association. Parce que voilà, il y a 80 membres de l'association, je l'ai dit tout à l'heure, mais n'importe qui peut devenir membre de l'association assez facilement. Et après, on propose plein d'activités aux membres. Le pire qu'il y a, ouais, c'est horrible comme question. Non, parce que après, c'est des trucs gore, quoi. Mais non, là, j'en ai deux en tête que je vous ai pas raconté, parce que Voldemort, c'est déjà assez vénère de mordre dans un serpent, je pense. Mais il y a eu un petit lézard qui est un gecko léopard, je sais pas si vous voyez, c'est un petit gecko qui a des taches comme les léopards, c'est tout mignon. C'est un gecko qui vit dans le désert en Afghanistan et tout ça, dans cette zone là, et qui vit beaucoup, caché toute la journée en fait. C'est un animal nocturne complètement, donc il vit entre les rochers caché toute la journée, il sort le jour, et en fait c'est un vendeur à animalerie qui a conseillé, le vendeur a dit bah prenez cette lampe là, elle est très bien pour un gecko, sauf que c'était une lampe qui était adaptée plus aux varans des savanes typiquement, ou à des animaux qui vivent en milieu désertique et qui sont diurnes, donc qui vivent la journée et qui ont besoin de beaucoup d'UV, la lumière qu'apporte le soleil. La personne l'a mise, mais en plus à une distance qui est déconseillée même pour des varans qui vivent en plein cagnard en Afrique. Et donc du coup il s'est fait complètement cramer, donc quand on l'a récupéré, cette petite gecko, c'est une femelle gecko, elle mangeait plus parce qu'elle voyait plus rien en fait. Elle avait tout le dos complètement brûlé, les yeux aussi brûlés, et donc on a dû la gaver pendant plusieurs semaines parce qu'elle mangeait pas toute seule, donc on lui mettait nous-mêmes c'était assez horrible à faire, mais lui mettre des vers, des intestins de verre dans la bouche, voilà. Mais on a dû faire ça pendant un moment, et les reptiles ont une capacité assez cool à muer, à perdre leur peau complètement, et du coup à régénérer complètement avec une peau en dessous toute neuve. C'est ce qu'elle a fait au bout d'un moment. Donc ça s'est pas fait directement, mais elle perdait des gros morceaux de peau complètement brûlés au fur et à mesure, et elle a même perdu la peau de ses yeux, et donc en dessous il y avait sa pupille qui marchait encore, et elle a retrouvé la vue. Elle a retrouvé du coup l'appétit avec, parce que forcément vu qu'elle voyait ce qui se passait autour, elle comprenait son environnement, donc elle a pu manger, elle a commencé à manger toute seule, et maintenant elle est avec une famille tranquillement, et elle vit sa meilleure vie avec une famille. Elle a bien été guérie, donc il y a des cas assez chauds de maltraitance, mais pour le coup qui n'a pas été fait vraiment exprès par la famille, quoi, mais qui est dû à une malconnaissance du milieu et de ses besoins, quoi. Alors, ouais. Alors elles sont vraiment strictes, ouais, plutôt. En France, on a des lois qui sont assez strictes par rapport aux autres pays européens. En tout cas, on est dans les lois les plus strictes autour de la protection animale. On a la fameuse loi L214, qui est le nom d'une association aussi, l'association L214, qui est une association qui protège les animaux et qui dit, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, les animaux souffrent, ça a été prouvé scientifiquement, et donc on part de cette donnée-là. Les animaux souffrent, donc c'est concrètement interdit de leur faire souffrir des violences sans aucune raison. Voilà. Et donc la législation est assez ferme. Après, les interprétations qui sont faites sont pas toujours en faveur des animaux, et après comment elle est respectée, ça c'est assez compliqué, mais globalement plutôt mal, parce qu'il y a beaucoup trop d'animaux qui souffrent. Donc elle est assez mal, notamment dans certains endroits, dans les abattoirs où il n'y a pas de caméra, ça peut être compliqué. Il y a des abattoirs qui sont hors la loi et qui font des méthodes qui sont complètement interdites. Et ça se fait aussi en mer, et là il y a des associations comme Sea Shepherd qui vont aller en mer parce qu'il n'y a pas de police dans la mer, il n'y a personne qui regarde rien dans la mer, et du coup il y a des associations qui vont aller avec leur bateau pour regarder ce que font concrètement les chalutiers qui vont pêcher, et qui des fois font des pêches interdites par exemple de dauphins ou d'animaux qui sont interdits à la pêche, et qui vont traiter assez horriblement les poissons qui pêchent
parce que c'est vrai qu'on y pense moins, les poissons ça se pêche en grande quantité et c'est un peu impersonnel comme animal, on a du mal à voir l'individualité d'un poisson, parce que ça vit en banc en plus et tout, et en fait il souffre aussi comme les autres, et du coup c'est des animaux qui sont souvent, qui souffrent beaucoup à cause de l'humain. Et pour le coup, la loi n'est pas du tout appliquée en mer. Mais est-ce que du coup, par exemple, comme sur le cas de Voldemort, vous portez plainte contre les agresseurs? C'est une bonne question, et ouais, on nous pose souvent la question. En fait, non. Non, pourquoi? Parce qu'on est une association qui récupère les animaux, et si on se met à attaquer les gens qui nous déposent des animaux, plus personne ne nous dépose d'animaux. Et du coup, les gens vont juste tuer leurs animaux, ou les laisser dépérir, ou les laisser dehors. Et c'est pas ce qu'on veut, on préfère que les gens nous appellent nous, et fassent ça. D'autres associations le font, et notamment 30 millions d'amis le fait très bien, et elle va intervenir dans les endroits où il y a des animaux qui sont maltraités, en procédure judiciaire avec la police, et on va ensuite récupérer les animaux après. Et nous, pour l'instant, on n'est pas sur des systèmes comme ça, parce que ça demande une organisation bien plus grande. Voilà, après, dans l'avenir, peut-être qu'on interviendra sur des choses comme ça, mais pour l'instant, stratégiquement, c'est pas très malin d'attaquer les gens qui nous apportent des animaux. En fait. Je voulais savoir si vous faisiez beaucoup d'interventions en dehors du niveau local, sur Étampes et la région parisienne, est-ce que vous dépassez aussi? Ouais, on peut dépasser, après c'est compliqué parce que ça demande du trajet, l'essence ça coûte cher, et puis ça pollue en plus, donc c'est pas... ça va pas trop avec notre côté écolo. Mais effectivement on peut aller un peu plus loin, après on reste quand même vraiment sur Étampes, sur l'Essonne, et sur l'Île-de-France, on dépasse très très rarement l'Île-de-France, à part sur des gros projets qui sont subventionnés, ou voilà, il y a des vraies raisons où c'est un truc qui est vraiment pertinent et assez exceptionnel quoi. Mais globalement on agit vraiment autour d'ici. Après l'idéal ce serait que plein d'autres lieux d'SOS Tibet se créent partout sur le territoire, et qu'on en ait partout en France, et que du coup chaque refuge SOS Tibet fasse ses petits ateliers et tout, et c'est ce qu'on essaye de monter là, et on va essayer avec certains membres qui sont un peu plus loin, qui ont déménagé, ou des membres, il y a certains membres qui habitent loin et qui viennent jamais mais qui sont membres de soutien, et donc on va essayer de faire aussi des petits lieux un peu partout, sans forcément faire refuge d'animaux, mais en tout cas pour faire des ateliers comme on fait ici. On n'a pas forcément besoin d'avoir des animaux sur place quoi. Mais pour l'instant on reste dans le coin. C'est qui le public du coup des ateliers? Et ouais, le public est assez varié finalement, parce que en gros c'est tout le monde. Après la plupart du temps ça va être des publics écoliers, ça va être beaucoup de primaire, collège, lycée, on fait pas mal en lycée. Mais on va faire à partir de la maternelle, on fait des ateliers même en petite section sans souci. Alors bien sûr c'est pas le même discours, je vais pas leur parler de l'allégorie de la caverne sur les serpents, je pense que ça va être un peu complexe pour eux. Et donc on va faire des ateliers assez simplifiés où ils vont dessiner les pattes des insectes, etc. Mais ouais, on en fait un peu pour tout le monde, et on adapte à chaque fois le discours pour les classes, pour avoir un niveau qui est assez haut, sans perdre les gens, et en même temps sans dire des banalités, et apporter quand même un contenu qui est intéressant, parce que l'idée c'est toujours d'apprendre plus de choses et de sortir de la caverne. Et du coup tout en haut, des maternelles, oui. Et même, après on fait même après le lycée, hein, donc on a déjà fait en BTS par exemple, on peut le faire en fac, et on en fait même pour les adultes, on en fait parfois qui sont ouverts au public, et donc qui sont ouverts aussi aux adultes sans souci. Mais souvent, ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas les plus grands qui sont les plus calmes, ou qui ont moins d'a priori, et c'est souvent l'inverse en fait. Et les très jeunes vont souvent être beaucoup plus à l'aise avec les animaux, parce que justement ces préjugés se sont pas encore ancrés. C'est des choses assez culturelles en fait, notamment en France en tout cas. C'est des choses qui sont très très culturelles. Je vous ai pas montré tout à l'heure, j'ai repris un autre livre qui est assez intéressant de Françoise Sercollet, qui s'appelle Légende de serpents, et qui parle de tous les a priori justement qu'on a sur les serpents, toutes les légendes et les mythes qui ont été construits autour. Et si on revient un peu en France, notre culture elle est très ancrée dans la culture catholique, et du coup on a le serpent qui est le mal dans la Bible concrètement, et qui joue beaucoup sur notre imaginaire, sur la culture qui s'est faite après, et puis on a aussi beaucoup de films plus récents. Là on a plein de films qui ont été faits sur le serpent qui est le mal, etc. Enfin plein de choses. Dans Harry Potter c'est les méchants, les serpentards quoi. Donc il y a plein de choses qui sont créées, et dans d'autres pays c'est pas forcément le cas, même si c'est assez répandu dans le monde, et pour
faire, une règle générale dans le monde, les serpents c'est mal vu, mais certains pays vont avoir des dieux, voilà, dans certaines religions on va avoir des dieux serpents, ça va être différent dans certaines cultures. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas dans les pays où il y a les animaux les moins dangereux, les serpents les moins dangereux. C'est souvent dans les pays où il y a aussi des serpents venimeux, qui ont un venin beaucoup plus fort qu'en France. Donc c'est assez paradoxal. Est-ce que vous mangez de la viande? Moi, non. Non, ça fait 3 ans que je mange plus. Mais en fait, dans certains pays, les gens qui mangent des reptiles, par exemple des serpents, est-ce que pour vous c'est normal ou faut interdire? Bah c'est ça. Dans un contexte antispéciste, c'est pas pire qu'un autre animal. Donc, à titre personnel, je le condamne autant que tuer un cochon qu'on va manger ou voilà, pour moi c'est équivalent et ça dépend beaucoup des cultures, mais c'est pas pire que de manger un autre animal selon moi. Et concrètement, voilà, c'est les mêmes. Et en fait, quand c'est pour se nourrir, ça dépend aussi des contextes, c'est-à-dire que je vais pas condamner non plus, même si je suis végétarien et que je mange pas de viande depuis plusieurs années, dans des contextes par exemple de populations indigènes, parce que des gens qui mangent des serpents, il y a des populations indigènes où c'est leur alimentation et qui vont vivre en dehors des sociétés riches et comme aujourd'hui on peut avoir le choix de ne pas manger de viande. C'est pas le cas dans des sociétés qui sont autres, et notamment des sociétés aborigènes qui vont des fois manger des animaux qu'ils trouvent, et là pour le coup c'est quelque chose que je condamne pas et qui est pas vraiment problématique, parce que ça relève pas pour le coup, je pense, du spécisme, parce que c'est vraiment pour l'alimentation, qu'au même titre qu'un animal carnivore ou omnivore va manger, voilà, le lion mange une gazelle, mais pour le coup c'est parce qu'il n'a pas le choix et que c'est son alimentation. Nous on est des omnivores avec un spectre extrêmement large, donc on a le choix ou pas de manger de la viande, en tout cas dans nos sociétés, et c'est pas le cas de toutes les sociétés humaines. Est-ce que vous pensez que la chasse, ça renforce l'esprit d'égalité animaux et autres animaux, du coup? Parce que, je sais pas, c'est légal, mais... Ouais. La chasse, c'est un sujet qui est complexe et qui porte beaucoup à débat, parce que c'est quand même assez répandu, et en France on a quand même la chasse qui est assez présente partout. Moi j'ai mon grand-père qui est chasseur par exemple, et c'est assez particulier parce que les chasseurs ils ont une sensibilité quand même à la nature, une sensibilité qui est assez particulière parce que du coup ils tirent dessus, mais ils ont quand même un lien, parce que ils vivent très proche de la nature, et c'est assez drôle du coup le parallèle entre des gens des bobos qui vont protéger les animaux sur le papier, et en fait qui ont jamais été dans la forêt voir des animaux, et qu'on peur finalement quand ils y vont parce qu'ils connaissent pas, alors que les chasseurs pour le coup ils savent ce que c'est la nature, mais ils tirent dessus. Donc c'est assez particulier, et après il y a des gros problèmes avec la chasse en France, et c'est assez drôle quand même quand ils disent que c'est les premiers écologistes de France, parce que concrètement il y a des relâchés d'animaux qui sont élevés de la même manière qu'on élève des poulets. Ils vont élever des faisans qui vont relâcher et qui causent des gros problèmes, et notamment au niveau des populations de serpents, c'est un assez gros problème. Où je parlais des coups de bêche et des chats, mais il y a aussi ce problème-là des faisans. Quand dans un bosquet de forêt, on va relâcher 20 faisans un soir, et qu'on les tue le lendemain matin, en une nuit, ils ont bouffé tous les serpents sur le bosquet, donc il n'y a plus aucun serpent. Et vu que ça a des territoires assez petits, les serpents, souvent ils vont tuer une population entière de serpents, il n'y aura sûrement plus jamais de serpents dans ce bosquet-là de forêt. Pour prendre l'exemple des serpents, parce que ça, mais ouais, du coup... c'est assez particulier sa chasse comme sujet, et comme je disais, il y a différents modes de chasse, et voilà, des personnes qui vont chasser pour survivre parce qu'ils en ont besoin. Oui, non, mais je dis ça parce que je parle pas de la France. Pour le coup, en France, il y a pas de cas comme ça, mais il y a encore des cas comme ça. En Amazonie, tu vas profondément dans la forêt, il y en a plus beaucoup, mais il y a encore des gens qui vivent et qui chassent, et pour le coup, c'est pas la même chose. Donc, après, je crois que, je sais pas, mais souvent les chasseurs, leur butin de chasse, ils le mangent. Du coup, on peut se demander si autant qu'on adapte qu'elle a acheté un bout du steak à Carrefour.
Ouais, pour le coup, c'est vrai. Après, oui, mais la chasse qui est pour le plaisir aussi, et donc est-ce que c'est éthique d'avoir comme plaisir de tuer des animaux? C'est particulier. Et après, oui, concrètement, la finalité est la même qu'un animal qui est en abattoir. Et je dirais même qu'il souffre moins et qu'il a une meilleure vie dans la forêt. Voilà. Mais après, il y a ce problème-là, je disais, d'élevage pour la chasse qui est assez particulier, qui représente en fait une grande partie de la chasse. Je m'interrogeais par rapport à la problématique des cirques. Ouais. Justement, que normalement la législation maintenant a été un peu plus durcie par rapport aux animaux dans les cirques. Et qu'est-ce que vous en pensiez? Ouais, alors les zoos c'est encore un autre sujet, mais je reviendrai après, parce que les zoos ont un autre rôle que les cirques. Les cirques c'est vraiment du divertissement, et pour le coup, ouais, alors autant avec des animaux de compagnie ça pose pas de problème, concrètement d'avoir des chiens dans un cirque, bah c'est pas problématique parce que les chiens, comme je disais, c'est des animaux de compagnie qui ont évolué avec l'homme et qui ont même besoin de l'homme et qui ont besoin d'un contact, et avec qui ça pose pas de problème de faire des tours et de faire des sauts, etc. Ça, il n'y a pas de problème, il y a des cirques qui le font, et je pense que c'est pas problématique. Par contre, c'est problématique quand c'est avec des animaux sauvages qui ont des besoins assez importants en termes d'espace, en termes d'alimentation et tout, qui sont compliqués qui sont compliqués à faire, faire fonctionner dans un cirque qui a pour but la plupart du temps d'être itinérant, et du coup de se balader avec des lions et leur offrir l'espace dont ils ont besoin, qui représente plusieurs hectares. C'est pas possible concrètement, et avec des hippopotames qui doivent vivre dans l'eau, c'est la même chose. Et la plupart des animaux sauvages, même quasiment tous en fait, c'est pas vraiment possible, et du coup en dehors des animaux de compagnie, je pense que c'est extrêmement problématique de se divertir sur des animaux qui sont dans des milieux qui répondent pas à leurs besoins, et que ouais, quand on a un animal, il faut répondre à ses besoins, et on peut répondre aux besoins d'un chien en caravane, on peut pas répondre aux besoins d'un lion en caravane. Le cirque c'est pas seulement les animaux, et c'est vrai que dans les cirques qu'on connaît, on a beaucoup tendance à voir le côté spectacle d'animaux. Faut pas oublier que le cirque à l'origine c'est quand même beaucoup de spectacles humains à la base, et que c'est magnifique de voir des gens jongler et faire des spectacles absolument magnifiques, et qu'on n'a pas besoin d'animaux dans les cirques, quoi. Mais il y a le concept de réensauvagement qui est un concept assez intéressant, et qui consiste à retourner dans la nature pour redécouvrir ce que c'est la nature, parce qu'on a perdu vraiment ce lien, et je pense que c'est ça qui joue à la fois dans notre lien avec les animaux, mais aussi avec tout le vivant, et le fait qu'on le maltraite, c'est aussi parce qu'on a perdu ce lien et qu'on ne sait plus ce que c'est, qu'on ne le connaît pas, et quand on ne le connaît pas, on a facilement peur, et on a moins de problèmes pour le détruire. Et les zoos peuvent avoir un rôle comme ça pour protéger des zones qu'on ne voit pas sous nos yeux. On ne voit pas la forêt se faire détruire à Bornéo, donc les zoos jouent aussi ce rôle-là de montrer ce qui se passe ailleurs. Je dis pas que c'est le seul moyen de le faire, mais en tout cas c'est un moyen de le faire, et donc les zoos ont leur intérêt en tout cas dans la société, pour ce lien-là, cette sensibilité à la nature. Voilà. Mais ça peut être problématique aussi dans beaucoup de conditions pour le bien-être animal, c'est clair. Citation de Nietzsche que j'ai prise dans ce livre-là, c'est Françoise Sercollet, c'est une amie de l'association aussi, qui elle travaille vraiment sur les serpents, donc celle qui a fait ce livre-là, qui est un des plus en raccord avec ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, des préjugés sur les serpents et tout. Vous pouvez venir le feuilleter à la fin sans souci. Et donc cette petite citation de Nietzsche, donc le serpent qui ne peut changer de peau meurt, il en va de même des esprits que l'on empêche de changer d'opinion. Il cesse d'être esprit. Donc voilà, une petite citation avec un serpent pour finir. Et donc pour l'association, je vous invite à aller nous suivre un peu sur tous les réseaux. On a vraiment beaucoup besoin de soutien, de partage aussi, parce qu'aujourd'hui ça marche beaucoup, même presque comme ça. Nos adoptants concrètement on les trouve sur les réseaux sociaux parce qu'on partage, et que les gens découvrent l'association, vont après sur notre site internet, parce qu'on a un site internet qui est très bien fait aussi, on n'a pas que les réseaux, où il y a tous les animaux de l'association, expliquer tous les détails de l'association. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas, vous tapez le nom de l'association, donc je rappelle c'est SOS Petites Bêtes, sur YouTube, Instagram, Facebook. Facebook c'est un peu dépassé pour vous peut-être, mais en tout cas Instagram et YouTube c'est encore à jour.
Et après, vous avez, je pense, entre 11 et 20 ans, à part si vous avez sauté ou redoublé beaucoup de classes. Et du coup, vous pouvez devenir membre de l'association si vous le souhaitez. On est à Étampes, donc normalement, vous êtes aux alentours. Et on fait beaucoup d'activités, à la fois pour s'occuper des animaux, mais aussi en dehors. On fait des sorties nature, on fait des activités avec d'autres associations, et on fait plein de choses autour des animaux en règle générale, beaucoup des reptiles, mais ça va aussi plus largement autour des animaux, de l'environnement, etc. Et puis vous pouvez adopter, voilà, s'il y a un animal qui vous plaît, ils sont tous sur le site affichés, ils ont tous leur petite étiquette, donc n'hésitez pas à venir adopter un animal, on a un peu de tout, voilà.